Voilà, bonjour à tous, bienvenue à la bibliothèque diocésaine Guillaume Brissonnet. C'est une grande joie pour nous de commencer ces séries de conférences les jeudis Brissonnet. Dans cette salle de lecture de la bibliothèque diocésaine, ceux qui ne sont pas encore venus, vous la découvrez. Et vous pourrez venir, malgré les conditions sanitaires actuelles, nous rejoindre. Donc aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Monsieur Blanchard, Monsieur Jean Blanchard, qui est un ami de la bibliothèque diocésaine, membre du conseil d'administration depuis de longues années et qui vient nous aider à la bibliothèque régulièrement comme bénévole. Monsieur Blanchard a édité juste avant l'été un ouvrage, La Paroisse, qui retrace un petit peu l'histoire économique, l'organisation temporelle de la paroisse au fil des siècles. Et nous donne même un aperçu de ce que pourrait être le fonctionnement d'une paroisse à l'avenir. Je vous laisse découvrir ce qu'il a à nous dire. Je suis naturellement très heureux et très honoré de parler de mon livre. Un peu inquiet aussi car je ne suis pas un grand orateur. Une première partie objective, factuelle, l'histoire de l'administration. Une seconde partie plus clivante, moins consensuelle, pour nous amener sur la voie d'une réflexion sur l'administration de la paroisse de demain. Quel avenir voyons-nous et quels moyens allons-nous mettre en œuvre ? Vaste sujet naturellement, nous l'abordons avec beaucoup de modestie. À partir du Moyen-Âge et jusqu'à la Révolution, ce sont les laïcs qui sont chargés de l'administration temporelle de la paroisse. Aujourd'hui, la totalité du temporel des paroisses est entre les mains de l'association diocésaine. Comment expliquer cette évolution, cette révolution, et quelles leçons l'Église pourrait-elle en tirer pour installer la paroisse de demain ? Tel est le cadre de ma démarche. J'ai suivi il y a quelques années un séminaire d'initiation à la paléographie à la Sorbonne sous la direction de Madame Lemaître, auteure de l'Histoire des curés, et que nous connaissions bien ici à Meaux. Lors de cette formation, j'ai été amené à étudier un petit texte relatif à la reddition des comptes de la fabrique de Saint-Marc-en-Othe. Et j'y ai découvert que sous l'Ancien Régime, ce sont les paroissiens eux-mêmes qui avaient en charge l'administration temporelle de la paroisse. Cette découverte a été pour moi le point de départ de cette recherche sur l'administration paroissiale. Une première partie sera consacrée à l'histoire de l'administration de la paroisse et nous tenterons dans une seconde partie d'amorcer une réflexion sur la paroisse de demain. Préalablement, nous devons préciser ce qu'est la paroisse et ce qu'est l'administration paroissiale. La paroisse est la cellule de base de l'Église. La paroisse est en premier lieu une circonscription, un territoire. Elle est une parcelle du diocèse sur laquelle une église a été édifiée. La paroisse est la communauté des personnes résidant sur le territoire et dont le curé a charge d'âme, la cura animarum. Une paroisse, c'est donc une communauté, un territoire, une église et un curé. Le pape François, dans une très belle formule, nous dit aussi que c'est la famille des familles. L'administration temporelle. Pour créer une paroisse, à l'origine, l'Église impose un élément supplémentaire, l'indépendance financière. La paroisse doit avoir la capacité d'entretenir son Église et son curé, et doit être à même de subvenir à toutes les charges temporelles. La dîme constituera l'un des moyens, mais elle n'aura qu'un temps et ne constitue pas un moyen suffisant. Cette indépendance financière de la paroisse n'est naturellement pas exclusive d'aides ou de subventions qui peuvent par ailleurs abonder les finances paroissiales. La paroisse est réputée par le droit canon personne juridique. Nous dirions personne morale, personne juridique non collégiale, c'est-à-dire ne disposant pas d'organes de direction et dont l'administration est confiée à une personne tierce. En l'occurrence, pour le droit canon, l'administrateur normal de la paroisse est le curé. Le temporel est ce qui passe avec le temps et s'oppose à spirituel et éternel. La mission de l'Église est naturellement d'ordre spirituel, mais elle a besoin d'emprunter les voies et moyens du monde dont l'utilisation se justifie en raison des fins qu'elle poursuit, selon la formule canonique. Et l'Église revendique le droit de posséder et d'administrer. Dans son traité du gouvernement spirituel et temporel de la paroisse de 1769, Jousse détaille l'ensemble des opérations qui ressortent de chacun des gouvernements spirituels et temporels. Mais on peut dire de façon globale que le temporel consiste dans tout ce qui ne ressort pas du domaine sacramentel.
Pour les gallicans, la question religieuse se partage en deux, ce qui ressort de la foi et ce qui ressort de la discipline. Pour Guy Coquille, jurisconsulte du XVIe siècle, la discipline ecclésiastique est ce qui ne relève pas de la foi, mais qui en découle, et qui doit s'adapter au temps et au lieu. Première partie, la paroisse d'hier et d'aujourd'hui. Abordons notre première partie, l'histoire de l'administration de la paroisse. Analysons tout d'abord les trois modes avant de tenter d'appréhender les relations de l'État avec l'Église catholique et leur évolution. Deux événements politiques, la Révolution française et la loi de séparation des églises avec l'État de 1905, ont marqué des ruptures dans la vie de l'Église de France et celle des paroisses. C'est ainsi qu'après un premier mode administratif sous l'Ancien Régime, la paroisse a connu un second mode après la Révolution et un troisième mode après la loi de 1905. L'analyse des trois gouvernements temporels de la paroisse. La paroisse a connu successivement trois modes de gouvernement, la fabrique sous l'Ancien Régime, le conseil de fabrique durant le Concordat, l'association diocésaine à partir de 1923, trois modes que l'on peut mettre en perspective. Le gouvernement de la paroisse de l'Ancien Régime par la fabrique historique. Sous l'Ancien Régime, donc, les paroissiens administrent leur paroisse au travers d'une institution remarquable, la fabrique. Au sein de la fabrique, les paroissiens désignent pour 1 an ou 2 ans, 2 d'entre eux, les marguilliers, qui ne peuvent refuser la fonction. Ils seront chargés d'administrer la paroisse pendant la période et devront publiquement rendre des comptes à la communauté qui les a élus à l'issue de cette période. En général, le dimanche après les vêpres. On s'assurera que tous les paroissiens ont bien été prévenus. D'autres marguilliers seront élus. Les comptes seront audités par des anciens durant une semaine. Le dimanche suivant, aux mêmes horaires, il y aura passation de pouvoir et la communauté fixera l'utilisation qui sera faite de ce que nous appelons aujourd'hui un excédent d'exploitation. Est-ce que nous allons acheter 2 candélabres l'année prochaine? La fabrique va fonctionner selon les usages, mais peu de temps avant la Révolution, un arrêt du Parlement de Paris viendra les codifier. On trouve énoncé dans cet arrêt tous les principes administratifs qui régissent les personnes morales et privées, les personnes morales, publiques et privées. Il semble bien que la fabrique ait servi de laboratoire aux droits de la personne morale, publique et privée, et la fabrique mériterait probablement d'être considérée comme l'aïeul de nos communes. Le gouvernement de la paroisse concordataire. La Révolution crée une situation nouvelle, la dîme est supprimée, l'Église perd tous ses biens, ses églises et le patrimoine qui permettait l'entretien des clercs et des églises. Toutefois, elle obtient un engagement dénoncé unilatéralement en 1905 de l'État d'entretenir les églises et les clercs. Après la Révolution, une autre administration se met en place. Bonaparte signe un concordat avec Pie VII qui sort de la période révolutionnaire et met en place une organisation des 3 cultes, catholiques, réformés et judaïques. Pour les catholiques, le conseil de fabrique devient l'établissement public chargé d'exploiter le service public du culte catholique à l'échelle communale. Le conseil de fabrique est un établissement public encadré par la réglementation, soumis au contrôle du Conseil d'État et de la Cour des comptes. Le gouvernement de la paroisse contemporaine. En 1923, après quelques 20 années passées sans statut, l'administration des paroisses revient au diocèse, qui va centraliser en droit et en fait toute la comptabilité. L'association diocésaine est une association de droit privé, sui generis, calquée sur le modèle des associations de loi de 1901, mais au sein duquel le père évêque dispose de très larges pouvoirs qui seront délégués dans un premier temps au curé avant la réforme dite des pôles missionnaires.
Que peut-on dire de chacun de ces différents modes? Sous le régime de la fabrique, le paroissien est partie prenante de l'administration paroissiale. La séparation des fonctions délibératives, exécutives et de contrôle est assurée. La gestion est contrôlée par les assemblées générales et par l'évêque en dernier ressort. Les principes de hiérarchie et de subsidiarité seront respectés. L'évêque, qui est la hiérarchie, dispose d'un droit de contrôle mais ne dirige pas la paroisse. C'est la fabrique, au contact des réalités, qui effectue cette opération, selon le principe de subsidiarité cher à l'Église. La transparence de l'administration est assurée. Chaque année, on procède à la reddition des comptes. L'affectio societatis, c'est-à-dire le sentiment d'appartenir à une communauté, est très fort. Les paroissiens sont partie prenante de la gestion, mais la bonne marche repose naturellement sur une entente entre la fabrique et le curé. Sous le concordat, les principes de hiérarchie et de subsidiarité sont globalement respectés, mais avec la tutelle d'un État laïque. La transparence de l'administration est parfaitement assurée, la séparation des fonctions l'est aussi. L'affectio societatis est limitée par la nature de service public, mais toutefois des paroissiens participent à l'administration. La bonne marche repose sur les relations entre le conseil de fabrique et le curé, mais interviennent également la commune et l'État. Le paroissien est usager d'un service public. Dans la paroisse contemporaine, le principe de subsidiarité n'est plus appliqué et l'administration est une chose étrangère aux paroissiens. La transparence de l'administration n'est que peu ou mal assurée, il n'y a pas de séparation des fonctions. L'affectio societatis, qui peut exister par ailleurs au plan pastoral, est faible sur des questions administratives. L'administration de la paroisse est affaire des clercs. On cherchera vainement à qualifier juridiquement le paroissien qui ne participe plus à l'administration, qui n'est pas membre d'une association ou d'un syndicat, il n'est pas usager, il n'est pas naturellement client non plus. Une remarque semble importante. Durant la période concordataire, on a retiré à la paroisse sa dimension sociale, son caractère et son ministère éducatif et son rôle d'assistance aux plus pauvres. Si l'Église continue d'assurer ses missions, c'est au travers de structures nationales de secours catholique, ATD Quart-Monde ou des OGEC. Ces missions ne semblent comme déconnectées de la paroisse et la cité ne voit plus en la paroisse qu'une structure liturgique. Ces trois modes administratifs étant exposés, venons-en aux causes des bouleversements intervenus dans la vie de l'Église et de la paroisse. Titre 2, les relations de l'Église avec l'État. Les relations de l'Église avec l'État se comprennent comme une marche vers la laïcité, qui revêt une double dimension de renoncement de tout activisme de l'Église vis-à-vis de l'État, mais aussi du renoncement de l'État de contrôler la vie temporelle de l'Église. Notons qu'il est des questions plus triviales, moins idéologiques et plus intéressées qui interviennent également. Qu'entend-on par laïcité? Le terme de laïque est un terme d'Église qui définit à l'origine ce qui ne relève ni du clergé ni d'un ordre monastique dans la société chrétienne. Dans le contexte de la loi de 1905, il prend le sens qu'on lui connaît aujourd'hui d'étranger, voire d'opposé à religieux. La laïcité peut se définir comme le principe de séparation de la société civile et de la société religieuse. Mais en France, le prince ne se confond jamais avec le prêtre, ni le trône avec l'autel. Sous l'Ancien Régime, l'Église joue un rôle politique. Contrairement à ce qu'on peut entendre et aux comparaisons qui peuvent être faites, il est bien difficile de parler d'État théocratique pour la France de l'Ancien Régime. Le terme de laïcité n'est pas univoque. Si l'Église ne doit pas s'immiscer dans la conduite de l'appareil d'État, l'État, quant à lui, se reconnaît incompétent dans les affaires religieuses, sauf les questions d'ordre public.
Sous l'Ancien Régime et depuis la loi de séparation, le pouvoir a une attitude cohérente. Sous l'Ancien Régime, le pouvoir est confessionnel et l'Église joue un rôle important dans la vie publique, avec pour contrepartie une tutelle de l'État sur l'Église. Depuis 1905, le pouvoir est coupé de l'Église et il n'intervient plus dans les affaires de l'Église. En revanche, durant tout le XIXe siècle, la doctrine étatique n'est pas cohérente. L'État est laïque et pourtant il entend contrôler l'Église. Abordons la première dimension de la laïcité, entraver l'influence de l'Église sur l'appareil d'État. Il est difficile de contester les racines chrétiennes de la France et l'influence du christianisme sur la construction de la société et de la vie sociale française. Le roi est catholique, sacré par l'évêque de Reims, et le catholicisme est religion d'État. Paris vaut bien une messe. Le clergé est un des 3 ordres qui structurent le pouvoir en France. L'Église a la charge de certains services publics, l'enseignement, les hôpitaux et hospices et l'assistance aux pauvres. Les normes morales et sociales du catholicisme sont celles de la France. En réaction, l'anticléricalisme se manifeste. Il s'agit d'une attitude hostile au clergé et dont l'origine est probablement multiple. Parce que l'Église est associée au pouvoir, qu'elle est bénéficiaire de la dîme, un impôt, ce qui ne rend jamais populaire, et qu'elle encadre sur des principes moraux la vie des personnes. En effet, nombre de pratiques religieuses sont perçues comme des suggestions. Qu'on relise le journal du curé Ragueneau, on mesure la surveillance effectuée par l'Église sur la société, des confessions à l'accomplissement des Pâques. Par ailleurs, le clergé lui-même n'est pas exempt de critiques, même s'il convient naturellement de relativiser ces critiques. L'anticléricalisme revêt 2 formes. Un anticléricalisme philosophique, il est un des thèmes développés par les philosophes au siècle dit des Lumières, comme le point d'orgue de la liberté de conscience. Un autre anticléricalisme plus trivial et populaire, latent au sein de la société française, toujours pompe à critiquer en particulier la pratique et même le dogme. L'anticléricalisme est particulièrement virulent à l'encontre des congrégations et se manifeste notamment par une hostilité au principe de prononciation des vœux. La révolution s'opère sur fond d'anticléricalisme en conservant une dimension déiste que sous-tend cependant une quête transcendantale. Les révolutionnaires sont plutôt déistes comme les philosophes. L'univers m'embarrasse et je ne puis songer que cette horloge existe et n'est point d'horloger. La constituante elle-même n'est pas à proprement parler anticléricale, elle est composée aussi de membres du clergé, sauf vis-à-vis des congrégations, avec en 1790 l'interdiction de prononcer des vœux. Mais la Première République le sera. En 1792, suppression des congrégations. En 1793, fermeture des églises occultes. En 1794, la première séparation de l'Église avec l'État. La Première République décrète en effet que l'exercice des cultes ne peut être troublé et que la République n'en salarie aucun. Précision, contrairement aux idées reçues, ce n'est pas la loi de 1905 qui invente ce principe. L'anticléricalisme devient politique et athée au cours du XIXe siècle. Au cours du XIXe siècle, le clergé ne cache pas son hostilité à la République et l'anticléricalisme politique fait face au cléricalisme politique. Il devient un programme politique qui sera mis en œuvre à partir de la fin du XIXe siècle au début du XXe. Point d'orgue naturellement avec les lois de 1905 de séparation. L'anticléricalisme est virulent vis-à-vis des congrégations. Censé appartenir au corpus des Lumières, l'anticléricalisme conduira cependant à des excès bien peu compatibles avec les valeurs censées appartenir à ce corpus, que l'on pense à l'exécution des religieuses de Compiègne ou à l'expulsion en hiver sous la neige des Chartreux en 1903.
l'anticléricalisme politique conduira aux lois de 1901 sur l'interdiction des congrégations religieuses. Une première anecdote. Au début du XIXe siècle, on va tout de même autoriser les congrégations hospitalières pour remettre en marche les hôpitaux, car on bénéficie là d'un personnel gratuit et compétent. Une autre anecdote. Dès le début de la Grande Guerre, les religieuses de Jouarre rentrent clandestinement en France et se consacrent aux soins des blessés de guerre. Bon nombre de religieux seront expulsés, bon nombre de religieux expulsés eux aussi rejoignent la France et s'engagent dans les troupes françaises. Et Édouard Herriot, Premier ministre en 1923, entend prendre un arrêté d'expulsion de ces religieux qui sont revenus en France par patriotisme. Il ne sera pas suivi par la population sur cette décision. Les religieux resteront et créeront la DRAC, Défense des religieux anciens combattants, association qui existe toujours. C'est à tort qu'on attribue à la loi de 1905 le mérite de l'invention du droit positif de la laïcité. En fait, cette invention revient plutôt à la Révolution et à Bonaparte qui reconnaît 3 églises. L'autre visage de la laïcité, la fin de la tutelle de l'État sur l'Église. La question de la tutelle de l'État sur l'administration temporelle est posée en France au travers de la doctrine du gallicanisme. Elle est sous-jacente dès avant sa formulation dans une doctrine. Cette démarche va à l'encontre de l'universalisme catholique. Elle attribue au roi de France un pouvoir gallican sur l'Église qui lui permet de nommer les dignitaires de l'Église et de valider les textes émanés de Rome avant leur application. Elle serait en principe justifiée par un usage ancestral. Le gouvernement de la paroisse par les laïcs cadre bien avec la doctrine gallicane. La fabrique est un maillon de l'administration des villages et le droit de la fabrique est public, confère les ouvrages de Thomas, jurisconsulte du XVIIIe siècle. Dans ce système, le roi nomme les évêques, les prieurs et les abbesses et contrôle directement ou indirectement l'ensemble du dispositif temporel de l'Église. Le consulat, le Premier Empire et les divers régimes qui se succèdent au XIXe siècle reprendront à leur compte le gallicanisme, pensant contrebalancer ainsi le poids de Rome dans l'opinion des catholiques de France. Nicolas Side, dans son livre « Le gallicanisme et la construction de l'État », voit dans le gallicanisme comme une des manifestations de la construction de l'État. Les 3 postures de l'État. Nous sommes donc passés successivement d'un État confessant la religion catholique sous l'Ancien Régime, heureux comme Dieu en France au roi d'âge, à un État athée qui organise les cultes en tant que faits sociaux à encadrer, en service public au XIXe siècle, sous le régime du Concordat. En dernier lieu, à un État athée, mais qui renonce à interférer dans le gouvernement temporel de l'Église. Paradoxe, la loi de 1905 qui reconnaît la liberté des cultes et cantonne le culte dans la sphère privée, entend par ailleurs imposer à l'Église une structure juridique qui ne respecte pas sa constitution. Personnellement, j'ai tendance à considérer que la loi de 1905, avec la suppression de la tutelle étatique millénaire, est plutôt un progrès. Il est intéressant de noter les hésitations du pouvoir actuel sur la doctrine à tenir face à la montée de l'islam. Les considérations financières, elles ne sont pas absentes des mesures qui seront prises à l'encontre de l'Église, tant à la Révolution qu'en 1905. On est bien loin de l'idéologie quand la décision est prise de mise à disposition de la nation des biens du clergé. Quel bel euphémisme, alors que la Constituante vient de voter quelques mois auparavant la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, en particulier son article 17, qui énonce « La propriété est un droit inviolable et sacré, et que nul ne peut en être privé, si ce n'est pour un motif d'intérêt général et après juste indemnité. » Toutefois, l'État va en contrepartie prendre l'engagement d'assurer l'entretien des églises et du clergé séculier, obligation dont il s'acquittera jusqu'en 1905. Mais la loi de 1905
nonobstant l'engagement pris en 1789, précise que la République ne salarie et ne subventionne aucun culte. Le rejet par l'Église des associations cultuelles sera sanctionné et les biens des conseils de fabrique qui devaient revenir à ces associations seront attribués aux communes. Les biens qui étaient constitués en fondation et dans l'Église ne se sentaient qu'usufruitières seront eux aussi assimilés à des biens du clergé et mis à la disposition de la nation ou attribués au but de bienfaisance des communes après le rejet des associations cultuelles. Il en sera de même pour les capitaux versés pour la constitution de retraite des prêtres. Finalement, la loi de 1905, qui n'a pas inventé, comme on l'entend souvent, la laïcité, est seulement une loi financière qui annule les engagements pris en 1789 et s'approprie une seconde fois les biens d'Église. Nous venons donc de brosser le tableau des modes de gouvernement de la paroisse et des ressorts de son histoire. Que dire de l'avenir ? Quel que soit l'attachement que les historiens lui portent, la paroisse historique qui a maillé la France depuis le haut Moyen-Âge ne semble plus en mesure de répondre aux défis posés à l'Église aujourd'hui. Abordons notre deuxième partie et tentons d'amorcer une réflexion sur la paroisse de demain. On rapporte que la fabrique assurait sous l'Ancien Régime la permanence de la vie paroissiale, marquée pour certaines paroisses par le régime bénéficial, l'absence des curés et leur remplacement par des vicaires à la portion congrue, sans attache particulière à la paroisse. Et même s'il convient de relativiser tous ces événements. Dans un autre contexte, le contexte actuel, les associations fabriciennes dont nous allons parler sont peut-être en mesure de suppléer autant qu'il est possible l'absence de curés, même si la raison, la diminution des vocations est fort différente. L'exemple de la fabrique de l'Ancien Régime nous montre donc qu'une structure laïque, que nous appellerons association fabricienne, pourrait être en mesure d'assister le père évêque dans l'administration du diocèse. L'association de la loi de 1901 peut servir de cadre à la constitution de l'association fabricienne, à condition de respecter certains principes. L'association fabricienne. L'association fabricienne pourrait être un élément de réponse aux difficultés que nous traversons aujourd'hui. Quelles sont-elles ? Même en étant raisonnablement optimiste, on peut probablement avancer que demain nous aurons à faire face à une diminution drastique du nombre de prêtres, une diminution des ressources diocésaines, une diminution de la présence de l'Église dans la cité. Depuis la Révolution, on a cantonné la paroisse dans un rôle strictement cultuel et son rôle d'assistance aux pauvres a été confié à des structures d'envergure nationale, fussent-elles catholiques. On assiste également à Nous aurons également à faire face à la fermeture des églises, bâtiments réduits à l'état laïque, repris par les communes pour servir d'entrepôts municipaux, de salles de spectacle, à moins qu'elles ne soient vendues pour devenir des restaurants. De nombreux problèmes vont surgir quant à l'organisation du diocèse, et notamment quel contenu donner au ministère des quelques dizaines de prêtres dont le diocèse bénéficiera encore, quelle organisation, reconstitution du presbytérium, quelques prêtres autour de l'évêque, ou simplification de l'échelon diocésain. Comment accomplir la charge administrative importante engendrée par la centralisation, alors qu'aujourd'hui, on enregistre justement une diminution des ressources et du nombre de collaborateurs salariés. Je ne m'aventurerai pas plus avant dans ce domaine qui touche la politique pastorale et l'administration diocésaine, mais je souhaiterais proposer une structure nouvelle qui serait mise à la disposition du père évêque pour accomplir de façon supplétive un certain nombre de tâches qui étaient jusque-là effectuées sous la responsabilité du père évêque ou des pères curés.
D'une façon ou d'une autre, si l'on veut que l'Église survive, il faut se poser la question de la place à donner aux laïcs. Il vaudrait mieux s'y préparer en effectuant certains essais. Il se trouve que nous avons un modèle de structure propre à encadrer l'action des laïcs, la fabrique, qui a bien fonctionné pendant 400 ans. Et notamment, c'est un mérite qui lui est reconnu à l'occasion de la vacance des cures et de l'éloignement des curés sous le régime bénéficiaire où la fabrique assurait la continuité de la vie paroissiale. Demain, pour d'autres raisons, l'association fabricienne pourrait jouer ce rôle de permanence de la vie pastorale. Les associations fabriciennes seraient mises à la disposition du Père évêque pour accomplir tout ou partie des missions d'ordre temporel incombant à la paroisse, dont le Père évêque déléguerait la responsabilité de l'exécution à une communauté ecclésiale territoriale, avec l'objectif à terme de décharger les services diocésains et le Père évêque de l'administration paroissiale. Le cadre juridique de l'association fabricienne. Les associations fabriciennes seraient donc des structures supplétives, constituées de laïcs et mises à la disposition du Père évêque. L'association serait constituée pour un ensemble de paroisses historiques ou de communautés de paroisses, regroupées sans a priori technocratique, mais avec l'objectif de constituer à terme un groupement cohérent, susceptible d'assurer la prise en charge de la totalité de l'action temporelle de la communauté paroissiale constituée et d'assumer ses coûts. Elle serait constituée sur le modèle des associations de loi de 1901 et ne serait pas réputée cultuelle. Elle comporterait donc les organismes classiques en la matière, une assemblée générale, un conseil d'administration et un bureau de 3 ou 4 membres, y compris le formalisme habituel des associations avec une association générale annuelle, y compris un rapport moral et rapport financier. Seraient membres de l'association et participant à l'Assemblée générale toutes les personnes résidant sur la communauté de paroisse, y compris naturellement les religieux et les religieuses. La base pourrait être constituée par des personnes contributrices aux deniers du clergé, mais aussi de toute personne confessant la religion catholique moyennant une cotisation symbolique. Par lettre de mission qui pourrait revêtir une forme contractuelle pour que les choses soient claires, le Père évêque confierait à la dite association une mission, principalement d'ordre temporel, mais le Père évêque pourrait également confier d'autres missions d'ordre pastoral, catéchisme, obsèques, avec l'objectif de libérer l'évêché et les prêtres de l'administration temporelle locale. Naturellement, la montée en charge de ces associations peut être progressive pour tester leur bon fonctionnement. Mais pour que le dispositif fonctionne, il est indispensable de respecter certains principes. Premier principe, l'intangibilité de la structure créée par les diocésaines. Il est naturellement hors de question de revenir sur la création des diocésaines, constituée avec beaucoup de mal. La diocésaine reste en droit l'administrateur temporel des paroisses. Il n'apparaît pas par ailleurs que la création des associations fabriciennes et leur mode de fonctionnement soit contraire à l'ordre public. Deuxième principe, principe de hiérarchie et de subsidiarité cher à l'Église. C'est naturellement un point capital. Il ne s'agit en aucune façon de recréer des associations cultuelles, électrons libres dans la sphère catholique, récusées à juste titre par l'Église catholique en 1905. L'autorité immédiate et permanente de l'évêque doit être sauvegardée. Le Père évêque ou son représentant est membre de droit du conseil d'administration de l'association fabricienne. Il pourrait disposer d'un droit de veto sur les décisions du conseil. Tout doit être mis en œuvre pour que la mission assignée par l'évêque à l'association, et celle-là seulement, soit effectuée. L'évêque déciderait du mandat qu'il confierait à l'association, mais toutefois, il serait intéressant de respecter le formalisme du contrat. Il pourrait révoquer cette mission ad nutum, ce qui n'exclut en aucune manière une très large délégation dans la mise en œuvre de la mission, conformément au principe de subsidiarité cher à l'Église.
L'évêque serait déchargé totalement de la responsabilité de l'exécution. À terme, c'est une forme d'autonomie qui pourrait être recherchée. Troisièmement, les principes administratifs d'Église. Séparation des fonctions délibératives, exécutives et surtout de contrôle. L'évêque conserve un droit de contrôle sur les actes de l'association. Transparence de la gestion administrative. Les administrateurs doivent expliquer, voire interroger et rendre des comptes à la communauté chaque fois que cela est nécessaire et au moins une fois par an sur les modalités de leur gestion. Troisièmement, respect des règles comptables, gestion en bon père de famille, présentation d'un compte annuel, audit des comptes par des membres de l'association réputés compétents dans ces matières. Respect des procédures édictées par le diocèse et versement de la quote-part due au diocèse. Quatrièmement, prévention du risque isnogoudien. Nous connaissons tous Isnogoud, celui qui voulait être le calife à la place du calife. Nous connaissons tous de ces paroissiens, ces musiciens dévoués, mais tellement envahissants et qui expliquent au curé comment il doit organiser sa liturgie. Il convient naturellement que dans l'administration du temporel aussi, on part à ce risque et que l'on empêche un accaparement des fonctions. Une des solutions consisterait à nommer le bureau pour une année seulement, en imposant une vacance de plusieurs années entre plusieurs mandats. Se pose toutefois la question du trésorier qui est une fonction un peu plus technique. Tous les paroissiens doivent se sentir impliqués et prendre à leur tour la charge de l'administration. Principe de bénévolat naturellement, applicable à toute l'association, y compris un strict remboursement de frais de mission préalablement autorisés. Les missions qui pourraient être confiées aux associations fabriciennes. Il appartiendrait naturellement au père évêque de les définir. Au plan temporel, l'association fabricienne pourrait dans un premier temps prendre à sa charge l'ouverture et l'animation des églises en dehors des cérémonies quand elles existent, le contact avec les municipalités, l'entretien et la gestion des biens diocésains implantés dans la circonscription de la communauté. Un secrétariat pourrait garder le contact entre la population, la paroisse et le curé. L'association pourrait aussi servir de relais aux associations de secours catholiques. Elle pourrait représenter la paroisse au sein des OGEC, prendre en charge les prêtres retraités résidents. Elle assumerait toutes les charges paroissiales, encaisserait les produits sous réserve de reverser au diocèse les quotes-parts convenues. Au plan spirituel, le père évêque pourrait confier l'organisation des catéchismes et des obsèques ou de pèlerinages locaux. Dans son ouvrage sur les curés, Madame Lemaître évoque les liturgies créées avec succès par des laïcs au Moyen-Âge. En tout état de cause et en forme de conclusion, quel que soit l'intérêt de la proposition, deux craintes, deux habitudes devront être vaincues. L'Église devra accepter de partager son pouvoir et de faire confiance aux laïcs. Les laïcs devront accepter de prendre leurs responsabilités et de ne pas tout attendre du clergé. Merci beaucoup, Monsieur Blanchard, pour cette belle conférence. L'intérêt de la vidéo, c'est de voir le conférencier. L'inconvénient de la diffusion différée, c'est qu'on ne peut pas réagir avec lui. Donc, rassurez-vous, un espace de discussion est toujours possible, selon des modalités qui vous seront communiquées. Donc, je pense que nous allons faire cela par mail dans un premier temps, et puis nous élaborons un système un peu plus perfectionné. Pour la prochaine conférence,